Dans exactement 6h23, Marguerite Dubois perdrait 847 millions d'euros, son nom de famille, et découvrirait que toute sa vie était un mensonge soigneusement orchestré. Mais à cet instant précis, dans son bureau panoramique du 32e étage surplombant les hangars d'Airbus, elle ne pensait qu'à une chose, finaliser le contrat qui ferait d'elle la plus jeune PDG de l'histoire de l'aéronautique française. Je m'appelle Philippe Moreau. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, j'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie résonnent en vous, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants. Et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Marguerite ajusta sa veste Chanel rouge sang, la couleur signature des femmes Dubois depuis 3 générations. À 34 ans, elle incarnait parfaitement l'élégance française. Cheveux châtains impeccablement coiffés, regard perçant hérité de son père, et cette assurance naturelle que seul possède ceux nés dans la richesse. Ses doigts effleuraient machinalement le collier de perles de Tahiti, cadeau de sa grand-mère pour ses 18 ans, symbole de son appartenance à cette dynastie qui avait bâti un empire sur les nuages. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans quelques heures, ce collier serait la seule chose qui lui resterait de cette vie dorée. Le téléphone vibra sur son bureau en acajou massif. « Mademoiselle Dubois, votre rendez-vous de 14h30 avec le laboratoire Biotech Solutions est confirmé », annonça sa secrétaire d'une voix cristalline. Un simple examen médical de routine pour souscrire à une assurance vie complémentaire, une formalité administrative que réclamait le conseil d'administration avant sa prise de fonction officielle, le mois suivant. Marguerite sourit en contemplant la vue spectaculaire sur Toulouse. Les avions A380 brillaient sous le soleil d'octobre comme des bijoux technologiques. Chaque appareil représentait des millions d'euros, des milliers d'emplois, un héritage familial qu'elle chérissait depuis l'enfance. Son arrière-grand-père avait posé la première pierre de cette entreprise en 1923, son grand-père l'avait développée, son père l'avait modernisée. Et bientôt, très bientôt, ce serait son tour de marquer l'histoire. Elle ne savait pas encore que cette histoire était sur le point de s'écrouler comme un château de cartes. Le trajet vers le laboratoire Biotech Solutions ne dura que 15 minutes dans sa Mercedes classe S noire. Marguerite fredonnait du Édith Piaf, insouciante, planifiant mentalement sa soirée au Capitole avec son fiancé Antoine, héritier d'une famille de vignerons bordelais. Leur mariage, prévu pour le printemps suivant, unirait 2 dynasties françaises dans ce que Paris Match avait déjà surnommé le mariage du siècle économique. Le laboratoire sentait l'antiseptique et la froideur clinique. Une infirmière, aux cheveux gris, Madame Leclerc, accueillit Marguerite avec un sourire professionnel. « Bonjour, mademoiselle Dubois. Nous allons procéder à quelques prélèvements sanguins standards pour votre dossier médical. Rien de bien compliqué. » Marguerite tendit son bras gauche, observant distraitement l'aiguille qui perçait sa peau nacrée. Le sang rouge vif remplit rapidement les tubes étiquetés. « Les résultats seront disponibles dans 48 heures, précisa l'infirmière en appliquant un pansement discret. Mais ce que Marguerite ne pouvait imaginer, c'est que ces quelques millilitres de sang allaient révéler un secret gardé depuis 34 ans. De retour dans son bureau, elle plongea dans l'examen des derniers rapports financiers. Les chiffres dansaient devant ses yeux. Bénéfices en hausse de 23%. Nouveau contrat avec 3 compagnies asiatiques. Expansion prévue vers l'Amérique du Sud. L'empire Dubois n'avait jamais été aussi prospère. Elle caressa du regard la photo encadrée sur son bureau. Elle-même à 8 ans, souriante entre ses parents lors de l'inauguration de la nouvelle usine de Blagnac. Cette photo symbolisait tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle représentait, tout ce qu'elle croyait être. Le lendemain matin, Marguerite se réveilla dans sa suite parentale de 200 mètres carrés, baignée par la lumière dorée filtrant à travers les rideaux de soie italienne. Son réveil quartier indiquait 7h15. Routine matinale immuable. Douche dans sa salle de bain en marbre de Carrare, petit déjeuner servi par Françoise, la gouvernante familiale depuis 20 ans, lecture du Figaro et des Échos sur sa terrasse privée, dominant les jardins à la française. Mais quelque chose clochait dans l'attitude de Françoise. Ses mains tremblaient légèrement en servant le café, et elle évitait le regard de Marguerite. « Tout va bien, Françoise ?» demanda celle-ci en levant les yeux de son journal.
Bien sûr, mademoiselle. Vos parents souhaitent vous voir dans le bureau de monsieur votre père à 10 heures précises. La voix de la gouvernante portait une nuance inhabituelle, presque de la pitié. Ce détail troublant allait prendre tout son sens dans quelques heures. À 9h47, le téléphone de Marguerite sonna. Numéro inconnu. Mademoiselle Dubois, docteur Rousseau du laboratoire Biotech Solutions. Pourriez-vous passer nous voir aujourd'hui? Nous avons une anomalie dans vos résultats qui nécessite une vérification immédiate. Le cœur de Marguerite se serra. Une anomalie? Quel genre d'anomalie? Il vaudrait mieux que nous en discutions de vive voix. Pouvez-vous être ici dans 1 heure? Marguerite raccrocha, troublée. Une anomalie médicale? Elle qui n'avait jamais été malade, qui pratiquait le tennis 3 fois par semaine, qui suivait un régime équilibré supervisé par un nutritionniste privé. Que pouvait révéler son sang que des décennies de bilan de santé n'avaient jamais détecté? Elle ne pouvait pas imaginer que cette anomalie n'était pas médicale, mais génétique. Le bureau du docteur Rousseau baignait dans une lumière blanche et froide. L'homme, la cinquantaine, portait une blouse immaculée et des lunettes qui reflétaient l'éclat des néons. Sur son bureau, un dossier épais portait le nom Dubois Marguerite, en lettres capitales. « Mademoiselle Dubois, asseyez-vous, je vous prie. » Sa voix était grave, mesurée, comme celle d'un juge s'apprêtant à prononcer une sentence. « Nous avons effectué les analyses standards pour votre assurance vie, incluant un typage génétique de routine, et nous avons découvert quelque chose de inhabituel. » Marguerite se pencha en avant, ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil en cuir. « Docteur, vous m'inquiétez. De quoi s'agit-il exactement ?» Le médecin ouvrit le dossier, révélant des graphiques colorés, des tableaux de chiffres, des diagrammes complexes. « Mademoiselle, selon nos analyses ADN, vous ne partagez aucun marqueur génétique avec les échantillons de référence de la famille Dubois que nous avons en base de données. » Le monde de Marguerite s'arrêta de tourner. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête comme un écho lointain et irréel. « Ce qui signifie, poursuivit-il d'une voix douce mais implacable, que vous n'êtes pas biologiquement apparenté à vos parents. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite sentit le sol se dérober sous ses pieds, comme si elle tombait dans un puits sans fond. Ses lèvres remuaient, sans qu'aucun son n'en sorte. Ses mains devinrent moites, son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses tempes. « C'est impossible, balbutia-t-elle finalement. Il doit y avoir une erreur. Refaites les tests, immédiatement. » Mais au fond d'elle-même, une petite voix cruelle murmurait déjà la vérité qu'elle refusait d'entendre. Le docteur Rousseau la regardait avec compassion. « Mademoiselle, nous avons vérifié 3 fois. Les résultats sont formels. Vous n'êtes pas la fille biologique de Henri et Claudette Dubois. » Marguerite se leva brusquement, renversant sa chaise. « Non, vous vous trompez, je suis Marguerite Dubois, j'ai grandi dans cette famille, j'ai les mêmes yeux que mon père, le même sourire que ma mère. » Les ressemblances peuvent être trompeuses ou cultivées inconsciemment, répondit doucement le médecin. Mais l'ADN, lui, ne ment jamais. Marguerite sortit du laboratoire en titubant, comme une somnambule. Dans sa voiture, elle resta immobile pendant de longues minutes, fixant le volant sans le voir. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même venait de s'effondrer en quelques phrases cliniques. Si elle n'était pas une Dubois, alors qui était-elle vraiment? Cette question allait la hanter jusqu'à la confrontation qui l'attendait dans le bureau paternel, où l'attendait une vérité encore plus dévastatrice que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Le trajet de retour vers la propriété familiale de Pêche-David sembla durer une éternité. Marguerite conduisait machinalement sa Mercedes sur les routes sinueuses bordées de platanes centenaires, l'esprit complètement ailleurs. Les mots du docteur Rousseau résonnaient en boucle dans sa tête. « Vous n'êtes pas biologiquement apparenté à vos parents. » Comment était-ce possible? Elle avait le même port de tête que sa mère, la même détermination que son père, les mêmes goûts raffinés que toute la lignée Dubois. Mais l'ADN ne mentait jamais. À 10h02, elle poussa les lourdes portes en chêne massif du bureau paternel. Henri Dubois, 68 ans, se tenait debout devant la fenêtre, dos tourné, contemplant les jardins où elle avait joué enfant. Sa silhouette imposante, habituellement si rassurante, lui parut soudain étrangère. Claudette Dubois, sa mère, était assise dans le fauteuil Voltaire, ses mains manucurées crispées sur son sac Hermès. Son visage, d'ordinaire serein,
portait les traces d'une nuit blanche. « Papa? Maman ?» La voix de Marguerite trembla légèrement. « Françoise m'a dit que vous vouliez me voir. » Henri se retourna lentement. Ses yeux bleus, habituellement pétillants de malice, étaient voilés de tristesse. « Ma chérie, assieds-toi, nous devons te parler. » Mais ce qu'elle lut dans son regard lui confirma ses pires craintes. Marguerite s'installa dans le canapé en cuir fauve, face à ses parents. Le silence pesait lourd dans la pièce lambrissée, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge comtoise héritée de l'arrière-grand-père. Cette horloge qui avait rythmé toute son enfance, témoin de tant de moments familiaux heureux. « Le laboratoire a appelé ce matin », commença Henri d'une voix rauque. « Ils nous ont informés des résultats. » Claudette porta un mouchoir en dentelle à ses yeux embués. « Ma chérie, nous aurions dû te le dire depuis longtemps. Nous avions prévu de le faire quand tu aurais 18 ans, puis 25, puis 30. Mais le temps passait, et tu étais si heureuse, si épanouie dans cette famille. Me dire quoi exactement ?» La voix de Marguerite était devenue glaciale, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Henri s'approcha, s'agenouilla devant sa fille. « Marguerite, tu n'es pas notre fille biologique. Tu as été adoptée quand tu avais 6 mois. » Le monde bascula. Marguerite sentit comme si on lui arrachait le cœur de la poitrine. Mais le pire restait à venir, car ses parents avaient regardé un secret encore plus dévastateur. « Adoptée ?» répéta Marguerite d'une voix blanche. « Mais pourquoi ? Vous ne pouviez pas avoir d'enfant ?» Claudette éclata en sanglots. « Non, ma chérie. Nous avions une fille, notre vraie fille biologique. » Henri prit la relève, sa voix brisée par l'émotion. Elle s'appelait aussi Marguerite, Marguerite Dubois. Elle était née le 15 mars 1989, exactement comme toi. Elle avait tes yeux, ton sourire. « Avait ?» Le sang de Marguerite se glaça dans ses veines. « Elle est morte dans un accident de voiture à l'âge de 6 mois, murmura Claudette. « Un chauffard ivre. Nous revenions de Carcassonne après avoir visité ta grand-mère. J'étais au volant, ton père dormait côté passager, et notre petite Marguerite était dans son siège auto à l'arrière. La révélation frappa Marguerite comme un coup de massue. Elle n'était pas seulement adoptée, elle était le remplacement d'un enfant mort. Mais l'histoire était encore plus troublante qu'elle ne l'imaginait. Henri se dirigea vers son coffre-fort dissimulé derrière un faux livre. Il en sortit une chemise cartonnée jaunie par le temps. Après l'accident, nous étions anéantis. Ta mère a fait une dépression sévère. Moi, je me noyais dans le travail. Et puis, 6 mois plus tard, nous avons reçu un appel de l'orphelinat Sainte-Marie de Carcassonne. Il ouvrit la chemise, révélant des documents officiels, des photos en noir et blanc, des certificats. Ils avaient une petite fille de 6 mois, née exactement le même jour que notre Marguerite décédée. Même date de naissance, même poids, même couleur d'yeux. C'était comme si le destin nous offrait une seconde chance. Marguerite saisit les documents d'une main tremblante. Son acte de naissance original portait un autre nom. Marguerite Roussel, née le 15 mars 1989 à Carcassonne, de mère inconnue, père inconnu. « Roussel » balbutia-t-elle. « Mais alors, qui étaient mes vrais parents ?» Claudette essuya ses larmes. « Ta mère biologique s'appelait Marie Roussel. Elle avait 19 ans, elle travaillait dans une usine textile. Elle est morte dans un accident du travail quand tu avais 4 mois. Ton père biologique, nous n'avons jamais su qui c'était. » Marguerite sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non seulement elle n'était pas une Dubois, mais elle était la fille d'une ouvrière décédée, sans père connu. Mais ce qu'elle découvrit ensuite allait révéler une manipulation qui dépassait tout ce qu'elle imaginait. Henri sortit une autre liasse de documents du dossier. « Marguerite, il y a autre chose que tu dois savoir. L'adoption, elle n'a pas été tout à fait légale. » « Comment ça, pas légale ?» La voix de Marguerite monta dans les aigus. En 1989, les procédures d'adoption étaient très longues, très compliquées. Nous étions désespérés. Nous voulions un enfant immédiatement pour combler le vide laissé par notre fille. Alors nous avons payé pour accélérer le processus. Claudette prit le relais. Nous avons versé une somme importante à l'orphelinat et ils ont falsifié ton acte de naissance. Officiellement, tu es devenue notre fille biologique, née à la clinique privée Saint-Joseph de Toulouse. Aucune trace de l'adoption n'apparaît dans les registres officiels. Marguerite était abasourdie. Vous voulez dire que
Que toute ma vie est basée sur des faux papiers. Nous pensions bien faire, murmura Henri. Nous voulions que tu grandisses sans jamais douter de ta place dans cette famille. Nous t'avons aimé comme notre propre fille, plus encore peut-être, parce que nous savions à quel point les enfants étaient précieux. Mais cette révélation signifiait quelque chose de terrible pour l'héritage. Marguerite se leva brusquement, faisant tomber les documents qui s'éparpillèrent sur le tapis persan. Attendez, si l'adoption n'est pas légale, si mes papiers sont falsifiés, cela signifie que... Henri hocha tristement la tête. Légalement, tu n'es pas notre héritière. Tu n'as aucun droit sur l'entreprise familiale, sur les propriétés, sur les comptes bancaires. Tout appartient à la lignée Dubois, et tu n'en fais pas partie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite regardait ses parents. Non, ces étrangers qui l'avaient élevée, avec un mélange d'incrédulité et de rage naissante. 34 ans, dit-elle d'une voix tremblante. 34 ans de mensonges. Vous m'avez laissé construire toute ma vie, toute mon identité, sur du sable. Claudette tendit une main suppliante vers elle. Ma chérie, tu es notre fille dans nos cœurs. L'amour que nous te portons est réel, même si les liens du sang ne le sont pas. L'amour? Explosa Marguerite. Vous appelez ça de l'amour? Vous m'avez volé ma vraie identité. Vous m'avez fait croire que j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Et maintenant, vous me dites que je vais tout perdre. Henri se redressa, retrouvant momentanément son autorité de chef d'entreprise. Le conseil d'administration se réunit demain matin. Ils sont déjà au courant. Les avocats de la famille travaillent sur le dossier, mais les perspectives ne sont pas bonnes. Marguerite sentit ses jambes se dérober. Elle s'effondra dans le fauteuil, la tête entre les mains. Mais elle ignorait encore que cette révélation n'était que le début de sa chute vertigineuse. Il y a autre chose, ajouta Henri d'une voix à peine audible. Ton fiancé Antoine, sa famille a été informée ce matin. Il souhaite annuler les fiançailles. Cette dernière révélation fut le coup de grâce. Marguerite releva la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. Antoine, il sait. Son père a appelé 1 heure après le laboratoire. La famille de Montclair ne peut pas s'associer à un scandale de cette ampleur. Leur réputation... Marguerite éclata d'un rire hystérique. Leur réputation, bien sûr. Comment ai-je pu être assez naïve pour croire qu'Antoine m'aimait pour moi-même? Elle se leva, chancelante, et se dirigea vers la porte. « Marguerite, où vas-tu » cria Claudette. « Je ne sais pas » répondit-elle sans se retourner. « Je ne sais même plus qui je suis. » En sortant de la propriété familiale, Marguerite réalisa qu'elle venait de franchir le seuil pour la dernière fois en tant que membre de la famille Dubois. Dans quelques heures, elle découvrirait à quel point la chute pouvait être vertigineuse quand on perdait tout en une nuit. À 18h47 ce soir-là, Marguerite Dubois, ou celle qui se faisait encore appeler ainsi, se tenait devant le distributeur automatique de la Société Générale, avenue Jean Jaurès. Sa carte bancaire venait d'être avalée par la machine avec un bruit métallique sinistre. Sur l'écran clignotait un message impitoyable. « Compte suspendu. Contactez votre agence. » Ses mains tremblaient en composant le numéro de sa conseillère privée. « Madame Bertrand, c'est Marguerite Dubois. Ma carte vient d'être bloquée. Il doit y avoir une erreur. » La voix de sa conseillère, d'habitude si chaleureuse, était devenue froide et professionnelle. « Mademoiselle. Roussel, c'est bien cela ? Nous avons reçu des instructions ce matin. Tous vos comptes ont été gelés sur ordre du tribunal. Vous n'êtes plus reconnue comme ayant droit sur les avoirs de la famille Dubois. Mademoiselle Roussel. » Ces 2 mots claquèrent comme une gifle. Mais ce n'était que le début de sa descente aux enfers. Marguerite raccrocha, hébétée. Autour d'elle, les Toulousains vaquaient à leurs occupations du soir, inconscients du drame qui se jouait. Elle fouilla frénétiquement dans son sac Hermès, ironiquement le seul bien qui lui restait encore. Quelques billets froissés, sa carte de crédit American Express Centurion Noir, symbole ultime du luxe. Elle se dirigea vers la boutique Monoprix la plus proche pour acheter une bouteille d'eau. À la caisse, elle tendit sa carte noire avec l'assurance de celle qui n'avait jamais connu le refus. « Désolée, madame, votre carte a été refusée », annonça la caissière d'un ton blasé. Marguerite sentit les regards des autres clients se poser sur elle. Pour la première fois de sa vie, elle expérimenta la honte de ne pas pouvoir payer. « Il doit y avoir une erreur », insista-t-elle. « C'est une carte Centurion. Il n'y a pas de plafond. »
Le terminal indique « Compte fermé, madame ». Vous avez peut-être de la monnaie? Les 23 € dans son portefeuille représentaient désormais toute sa fortune. Et elle ignorait encore que le pire l'attendait à son retour chez elle. Le portier de sa résidence de Standing, avenue de Grande-Bretagne, évita soigneusement son regard quand elle franchit le hall de marbre. Monsieur Garcin, d'habitude si obséquieux, faisait mine d'être absorbé par ses papiers. L'ascenseur privé qui menait à son penthouse refusa de répondre à son badge magnétique. « Monsieur Garcin » appela-t-elle d'une voix incertaine. « Mon badge ne fonctionne plus. » Le portier leva enfin les yeux, visiblement embarrassé. « Mademoiselle, madame, j'ai reçu des instructions ce matin. Vous n'avez plus accès à l'appartement du 32e étage. Vos affaires personnelles ont été descendues et vous attendent dans le local à vélo. » Marguerite sentit ses jambes se dérober. « Mes affaires? Dans le local à vélo? Désolé, madame. Ce sont les ordres de maître Delacroix, le notaire de la famille. L'appartement appartient à la SCI Dubois Patrimoine, et vous n'en êtes plus bénéficiaire. Dans le local à vélos humides et sombres, 3 valises Louis Vuitton l'attendaient. Toute sa vie réduite à 3 bagages. Ses vêtements de créateur, ses bijoux personnels, ses livres, quelques photos. Le reste, les meubles d'époque, les œuvres d'art, la vaisselle en porcelaine de Limoges, appartenaient à la famille Dubois. Une famille dont elle ne faisait plus partie. Mais où pouvait-elle aller avec 3 valises et 23 € en poche? Le premier hôtel qu'elle tenta, le grand hôtel de l'Opéra, où elle avait ses habitudes, refusa poliment sa réservation. Nous exigeons une carte de crédit valide pour la garantie, madame. Le second, plus modeste, accepta ses derniers billets pour une nuit seulement dans une chambre de 12 mètres carrés qui sentait le désinfectant. Assise sur le lit au drap rêche, Marguerite contemplait le plafond taché d'humidité. 12 heures plus tôt, elle dormait dans une suite de 200 mètres carrés avec vue panoramique sur Toulouse. Maintenant, elle fixait une fenêtre donnant sur une cour intérieure sordide où s'entassaient les poubelles. Son téléphone portable vibra. Message d'Antoine. « Marguerite, je suis désolé. Ma famille m'interdit de te revoir. J'espère que tu comprendras. Je te souhaite bonne chance pour la suite. » Même pas le courage de l'appeler. Même pas la décence de rompre de vive voix. Mais le lendemain matin lui réservait une humiliation encore plus cruelle. À 8h30, Marguerite se présenta au bureau de Dubois Aéronautique, avenue de l'Europe. Elle portait son tailleur Chanel rouge, symbole de son appartenance à cette dynastie, comme une armure dérisoire contre l'effondrement de son monde. Sylvie, la réceptionniste qu'elle connaissait depuis 10 ans, la regarda avec un mélange de gêne et de curiosité malsaine. « Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous aider ?»« Bonjour Sylvie, je viens voir mon père. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois ne reçoit pas sans rendez-vous. Et vous n'êtes plus sur la liste des personnes autorisées à accéder aux étages. » Marguerite sentit tous les regards des employés converger vers elle. Ces gens qu'elle côtoyait depuis des années, qui la saluaient avec déférence, qui sollicitaient ses avis, la regardèrent maintenant comme une intruse. « Sylvie, c'est moi, Marguerite. Je travaille ici depuis 8 ans. Plus maintenant, mademoiselle. Votre badge d'accès a été désactivé ce matin. Si vous souhaitez rencontrer monsieur Dubois, je peux prendre un message. » L'humiliation était totale. Marguerite tourna les talons sous les murmures et les regards en coin des employés. Dans la rue, elle croisa Julien Mercier, le directeur marketing avec qui elle avait collaboré sur de nombreux projets. Il fit mine de ne pas la voir et traversa précipitamment la chaussée. Elle ignorait encore que sa vraie famille biologique détenait un secret qui pourrait tout changer. De retour dans sa chambre d'hôtel minable, Marguerite étala sur le lit les documents que ses parents adoptifs lui avaient remis, son véritable acte de naissance, les papiers de l'orphelinat, les quelques informations sur sa mère biologique, Marie Roussel. Marie Roussel, 19 ans, ouvrière textile à Carcassonne. Décédée dans un accident du travail en 1989. Père de l'enfant inconnu. Aucune famille connue. Marguerite fixa la photo en noir et blanc jointe au dossier. Une jeune femme aux traits fins, aux yeux tristes, qui la regardait à travers le temps. Sa vraie mère. Cet inconnu qui lui avait donné la vie avant de la perdre dans l'indifférence générale. « Qui étais-tu, Marie ?» murmura-t-elle en caressant la photo jaunie. «
Qui étais-je vraiment avant de devenir cette imposture? Pour la première fois depuis la révélation, Marguerite ressentit autre chose que de la colère ou du désespoir. Une curiosité douloureuse, un besoin viscéral de connaître ses vraies origines. Mais elle était loin d'imaginer ce qu'elle allait découvrir sur sa vraie famille. Son téléphone sonna. Numéro inconnu avec l'indicatif 04, région de Carcassonne. Allô? Mademoiselle Roussel, ici Maître Bonnefoy, notaire à Carcassonne. J'ai appris par mes confrères toulousains votre situation. Je pense avoir des informations qui pourraient vous intéresser concernant votre mère biologique. Le cœur de Marguerite s'emballa. Des informations? Quel genre d'informations? Il vaudrait mieux que nous nous rencontrions. Pouvez-vous venir à Carcassonne demain? J'ai des documents que Marie Roussel avait déposés chez moi avant sa mort, avec instruction de les remettre à sa fille si celle-ci venait un jour les réclamer. Marguerite raccrocha, tremblante d'émotion. Sa mère biologique avait laissé des documents pour elle, après toutes ces années. Avec ses derniers euros, elle acheta un billet de train pour Carcassonne. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait lui révéler des vérités qui changeraient à jamais sa perception de son identité. Et peut-être, juste peut-être, lui offrir une chance de renaissance. Le train quitta la gare Matabio dans la lumière dorée du couchant. Marguerite regardait défiler les paysages du Lauragais, ces terres qu'elle avait toujours considérées comme un simple décor lors de ses voyages d'affaires. Maintenant, elle les voyait différemment. Quelque part dans cette région se cachaient peut-être les clés de son véritable passé. Dans son reflet sur la vitre, elle ne reconnaissait plus la femme d'affaires sûre d'elle qu'elle avait été 48 heures plus tôt. Ses traits, tirés par l'épuisement et l'angoisse, ses vêtements froissés, ses cheveux moins parfaitement coiffés, elle ressemblait enfin à ce qu'elle était vraiment, une femme ordinaire en quête de ses origines. Ce qu'elle découvrit sur les circonstances de son adoption allait révéler une manipulation qui dépassait tout ce qu'elle imaginait. Le train régional cahotait sur les rails usés entre Toulouse et Carcassonne, traversant les collines dorées du Lauragais sous un ciel d'octobre chargé de nuages. Marguerite serrait contre elle le sac en toile qu'elle avait acheté à la gare, son Hermès ayant été vendu la veille pour payer une seconde nuit d'hôtel. Dans ce sac, les derniers vestiges de son ancienne vie, quelques bijoux, des photos et surtout les documents sur Marie Roussel, sa vraie mère. À chaque kilomètre qui l'éloignait de Toulouse, elle sentait s'estomper les derniers liens avec l'imposture qu'avait été sa vie. Marguerite Dubois mourait lentement, laissant place à une femme qu'elle ne connaissait pas encore. Marguerite Roussel. Mais elle était loin d'imaginer ce que les documents de sa mère allaient révéler. L'étude de Maître Bonnefoy se trouvait rue de Verdun, dans une bâtisse du XVIIIe siècle aux pierres patinées par le temps. Le notaire, un homme de 70 ans aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants, l'accueillit avec une compassion qui la bouleversa. Depuis 3 jours, personne ne l'avait regardé avec autant d'humanité. « Mademoiselle Roussel, asseyez-vous. J'ai connu votre mère, Marie. C'était une jeune femme courageuse qui travaillait dur pour s'en sortir. » Il ouvrit un coffre-fort ancien et en sortit une enveloppe Kraft scellée portant l'inscription « Pour ma fille, si elle vient un jour me chercher, Marie Roussel, 1989. » Les mains de Marguerite tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur papier à lettres bon marché, quelques photos et un document officiel qui allait tout changer. « Ma chère petite fille », commençait la lettre d'une écriture appliquée. « Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te les dire moi-même. » Mais ce qu'elle découvrit dans cette lettre dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Marguerite lisait, les larmes aux yeux, découvrant enfin la voix de sa vraie mère. « Je m'appelle Marie Roussel, j'ai 19 ans et je suis ta maman. Je sais que je vais mourir bientôt. Les médecins me l'ont dit après l'accident à l'usine. Mes poumons sont trop abîmés par les produits chimiques. Alors j'écris cette lettre pour que tu saches d'où tu viens vraiment. Ton papa s'appelait Jean-Luc Dubois. Oui, ma chérie, Dubois comme la famille qui t'a élevé. Mais pas celui que tu crois. » Marguerite s'arrêta de lire, le souffle coupé. « Dubois? Sa mère avait eu une relation avec un Dubois ?» Maître Bonnefoy hocha tristement la tête. « Continuez, mademoiselle, vous allez comprendre. Jean-Luc était le frère cadet de Henri Dubois, celui qui allait devenir ton père adoptif. Il avait 25 ans, moi 18.
Nous nous sommes rencontrés à la fête de la Saint-Jean à Carcassonne en 1988. Il était beau, charmant, et il me promettait de m'épouser. Mais quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, tout a changé. Sa famille l'a envoyé en Amérique pour ses études. Ils m'ont proposé de l'argent pour avorter. J'ai refusé. Tu étais déjà ma petite lumière, ma raison de vivre. Jean-Luc est parti sans même me dire au revoir. Marguerite sentit le monde basculer une nouvelle fois. Son père biologique était l'oncle de ses parents adoptifs. Mais l'histoire était encore plus troublante. La lettre continuait. Après ta naissance, j'ai essayé de contacter Jean-Luc en Amérique. Sa famille m'a menacé de me faire du mal si je persistais. Henri Dubois est venu me voir personnellement. Il m'a dit que si je gardais le silence sur la paternité de Jean-Luc, il veillerait à ce que tu aies une bonne vie si jamais il m'arrivait quelque chose. Je pensais qu'il parlait d'une aide financière, d'une bonne famille d'adoption. Je ne savais pas qu'il venait de perdre sa propre fille dans un accident de voiture. Je ne savais pas qu'il cherchait un bébé pour remplacer celle qu'il avait perdue. Quand je suis morte, ma chérie, tu es devenue le pansement sur la blessure de Henri et Claudette Dubois. Ils t'ont prise non pas par amour pour toi, mais pour combler le vide laissé par leur vraie fille. Marguerite laissa tomber la lettre, anéantie. Elle n'était pas seulement adoptée, elle était le remplacement d'un enfant mort, était la nièce biologique de ses parents adoptifs. Maître Bonnefoy lui tendit un verre d'eau. « Il y a autre chose, mademoiselle. Regardez ce document. » C'était un testament holographe de Marie Roussel, daté de quelques jours avant sa mort. Je lègue à ma fille Marguerite Roussel la maison familiale de mes parents à Limoux, ainsi que le terrain attenant de 3 hectares. Cette propriété appartient à la famille Roussel depuis 1923. Une maison, balbutia Marguerite. Ma mère avait une maison. Vos grands-parents maternels, que vous n'avez jamais connus, possédaient une petite propriété viticole à Limoux. Rien d'extraordinaire, mais c'est votre héritage légitime. La maison est restée inhabitée depuis la mort de votre mère, mais elle vous appartient de droit. Pour la première fois depuis 3 jours, Marguerite entrevoyait une lueur d'espoir. Elle avait peut-être perdu l'empire du bois, mais elle possédait quelque chose qui lui appartenait vraiment. Mais ce qu'elle allait découvrir sur sa vraie famille allait bouleverser encore davantage sa vision du monde. Le trajet vers Limoux ne dura qu'1 heure en bus local. Marguerite regardait défiler les vignobles de la Blanquette, ces paysages qu'elle découvrait pour la première fois, mais qui coulaient dans ses veines depuis sa naissance. À chaque virage, elle se rapprochait de ses vraies racines. La maison se dressait au bout d'un chemin de terre, au milieu des vignes abandonnées. Une bâtisse en pierre du 19e siècle, modeste mais solide, avec des volets bleus délavés et une glycine qui avait envahi la façade. Rien à voir avec les demeures luxueuses des Dubois, mais quelque chose dans cette simplicité touchait Marguerite au cœur. Elle poussa la porte d'entrée avec la clé que lui avait remise le notaire. L'intérieur sentait le renfermé et la poussière, mais on devinait qu'autrefois, cette maison avait vibré de vie familiale. Des photos jaunies sur la cheminée montraient ses grands-parents qu'elle n'avait jamais connus. Des visages burinés par le travail de la terre, des sourires authentiques, des mains calleuses mais tendres. Sur la table de la cuisine, elle découvrit un autre message, laissé par sa mère. « Si tu viens ici un jour, ma chérie, sache que cette maison t'attend. C'est ici que j'ai grandi, ici que mes parents ont construit leur bonheur modeste mais vrai. Tu es une Roussel, fille de vigneron, petite fille d'ouvrier. N'aie jamais honte de tes origines. » Marguerite s'effondra sur une chaise, submergée par l'émotion. Elle ignorait encore que cette découverte n'était que le prélude à une révélation qui allait tout changer. Le lendemain matin, Marguerite fut réveillée par des coups frappés à la porte. Elle avait passé sa première nuit dans la maison familiale, dormant sur le canapé du salon, bercée par le silence de la campagne, si différent du bruit constant de Toulouse. Sur le seuil se tenait une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon, au visage buriné mais bienveillant. « Vous devez être la petite Marguerite, » dit-elle avec l'accent chantant du Languedoc. « Je suis Simone Fabre, votre voisine. J'ai connu votre mère Marie et vos grands-parents avant elle. » Marguerite l'invita à entrer. Simone regardait autour d'elle avec nostalgie. Cette maison, elle a connu des jours heureux. Vos grands-parents, Pierre et Jeanne Roussel, étaient des gens simples mais droits. Ils ont élevé Marie toute seule après que son père soit mort dans un accident de tracteur.
Vous avez connu ma mère? Demanda Marguerite, avide de détails sur cette femme qu'elle découvrait. Marie était comme une fille pour moi. Quand elle est tombée enceinte de vous, elle était si heureuse malgré les difficultés. Elle parlait sans cesse de ce bébé qu'elle portait, de l'amour qu'elle vous donnerait. Simone sortit de son sac une boîte en fer blanc. Elle m'avait confié ça avant de partir travailler à Carcassonne. Si jamais il m'arrive quelque chose, donnez ça à ma fille quand elle sera grande, qu'elle m'avait dit. Dans la boîte, Marguerite découvrit des trésors, des photos de sa mère enceinte, des lettres d'amour de Jean-Luc Dubois, son père biologique, des échographies floues où on devinait sa silhouette de fœtus, et surtout, un carnet intime où Marie racontait ses espoirs et ses peurs. « Votre mère vous aimait déjà plus que tout au monde », murmura Simone. « Elle avait choisi votre prénom, préparé votre chambre, tricoté des petits vêtements. Sa mort a été un drame pour tout le village. » Mais ce que Simone lui révéla ensuite allait changer sa perception de toute cette histoire. « Il y a autre chose que vous devez savoir », continua Simone en baissant la voix. « Votre mère n'est pas morte dans un accident du travail comme on vous l'a dit. Elle a été empoisonnée lentement par les produits chimiques de l'usine, mais l'entreprise a étouffé l'affaire. Et devinez qui était propriétaire de cette usine textile. » Marguerite sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Qui ? » ?»« La famille Dubois. Henri Dubois avait investi dans cette usine par l'intermédiaire d'une de ses sociétés. Votre mère est morte à cause de la négligence de ceux qui vous ont ensuite adopté. » La révélation frappa Marguerite comme un coup de massue. Les Dubois n'avaient pas seulement caché ses origines, ils étaient indirectement responsables de la mort de sa vraie mère. « Il le savait ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Henri Dubois le savait forcément. C'est pour ça qu'il a accepté de vous adopter si facilement. Il se sentait coupable. Vous étiez sa façon de racheter sa conscience. Marguerite comprenait enfin toute la vérité. Elle n'avait pas été adoptée par amour, mais par culpabilité. Elle était le pansement sur une double blessure, la perte de leur fille, et la mort de sa mère qu'ils avaient la causée. Mais cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, allait paradoxalement lui donner la force de se reconstruire. En fin d'après-midi, Marguerite se promenait dans les vignes abandonnées qui entouraient sa maison. Les ceps, non taillés depuis des années, avaient poussé anarchiquement, mais on devinait encore la structure de l'ancien vignoble. Ses grands-parents avaient travaillé cette terre, sa mère avait joué entre ses rangs de vignes. Pour la première fois depuis la révélation de son adoption, Marguerite ne se sentait plus complètement perdue. Elle avait des racines, une histoire, un héritage authentique. Certes, ce n'était pas l'empire aéronautique des Dubois, mais c'était à elle, vraiment à elle. Son téléphone sonna. Henri Dubois. « Marguerite, où es-tu? Nous nous inquiétons. »« Je suis chez moi, » répondit-elle calmement. « Dans la maison de ma vraie famille. » Un silence pesant s'installa. « Marguerite, nous devons parler. Il y a des choses que tu ne comprends pas. »« Au contraire, Henri, je comprends enfin tout. Je sais pour Jean-Luc. Je sais pour l'usine. Je sais pourquoi vous m'avez vraiment adopté. » Elle entendit Henri soupirer lourdement. « Viens à la maison. Nous allons tout expliquer. »« Non, » dit Marguerite avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Cette époque est terminée. Je ne suis plus votre fille de remplacement. Je suis Marguerite Roussel, et j'ai enfin trouvé ma place. » Ce qu'elle découvrit sur les circonstances de son adoption allait révéler une manipulation qui dépassait tout ce qu'elle imaginait. Mais paradoxalement, cette vérité allait lui donner les clés de sa renaissance. 6 mois plus tard, Marguerite Roussel, elle avait officiellement repris son vrai nom, se tenait dans le petit bureau qu'elle avait aménagé au rez-de-chaussée de sa maison familiale. Sur la plaque de cuivre vissée près de la porte d'entrée, on pouvait lire « Racines retrouvées, aide à la recherche d'origine ». Les murs étaient tapissés de lettres de remerciements, de photos de familles réunies, de témoignages bouleversants. Sa première cliente venait d'arriver. Sophie, 28 ans, adoptée à la naissance, qui cherchait désespérément à retrouver sa mère biologique. En voyant cette jeune femme aux yeux pleins d'espoir et d'angoisse, Marguerite se revoyait 6 mois plus tôt, perdue et déracinée. « Sophie, asseyez-vous. Racontez-moi votre histoire. » Mais ce que Marguerite avait construit depuis sa chute allait bien au-delà d'une simple activité professionnelle. La transformation avait commencé lentement, dans la solitude de cette maison de Limoux.
Les premières semaines, Marguerite avait oscillé entre colère et désespoir. Elle passait des heures à lire et relire les lettres de sa mère Marie, à contempler les photos de ses grands-parents, à essayer de reconstituer l'histoire de cette famille Roussel qu'elle découvrait. Simone, sa voisine, était devenue sa confidente et sa guide. « Votre mère rêvait de reprendre le vignoble familial », lui avait-elle confié un soir d'hiver, devant la cheminée crépitante. Elle disait toujours « Un jour, je ferai revivre les vignes de papa et maman. » Peut-être que c'est votre destin à vous aussi. Mais Marguerite avait choisi une voie différente, inspirée par sa propre quête d'identité. « Vous savez, Sophie, dit-elle en servant le thé dans des tasses dépareillées, si loin de la porcelaine de Limoges de son ancienne vie, j'ai découvert que perdre son identité peut être le début d'une renaissance. Quand on ne sait plus qui on est, on peut enfin choisir qui on veut devenir. » Sophie esquissa un sourire timide. « Comment avez-vous fait pour vous en sortir ? J'ai lu votre histoire dans la dépêche du midi. Perdre une fortune du jour au lendemain. » Marguerite sourit avec une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible. « J'ai réalisé que cette fortune n'était pas la mienne. Elle appartenait à une identité d'emprunt. Perdre cet argent, c'était comme enlever un déguisement que je portais depuis 34 ans. Mais cette sagesse avait été chèrement acquise. Les premiers mois à Limoux avaient été rudes. Marguerite avait dû apprendre à vivre avec 800 € par mois, le RSA et quelques travaux de secrétariat à distance pour une association caritative. Elle qui n'avait jamais fait ses courses ailleurs que chez les traiteurs de luxe découvrait les rayons discount du supermarché local. Ses mains, autrefois manucurées et soignées, s'étaient abîmées en retapant la maison familiale. Elle avait appris à poser du carrelage, à poncer des volets, à bêcher le petit potager qu'elle avait créé derrière la maison. Chaque ampoule, chaque courbature était une victoire sur son ancienne fragilité de femme privilégiée. « Au début, j'avais honte », confia-t-elle à Sophie. « Honte de ma déchéance sociale, honte de ne plus être quelqu'un d'important. Et puis j'ai compris que j'avais enfin la chance d'être quelqu'un d'authentique. » Le tournant était venu le jour où elle avait reçu un appel désespéré d'une femme de Perpignan qui avait lu son histoire dans le journal. « Madame Roussel, je m'appelle Catherine Moreau. Comme vous, j'ai découvert à 40 ans que j'étais adoptée. Je ne sais pas comment retrouver ma vraie famille. Pourriez-vous m'aider ?» Ce jour-là, Marguerite avait trouvé sa vocation. Racine retrouvée était née de cette première demande d'aide. Marguerite avait utilisé ses compétences de gestionnaire, acquises chez Dubois Aéronautique, pour créer une méthode structurée de recherche généalogique. Elle s'était formée aux archives départementales, avait noué des contacts avec les services sociaux, les orphelinats, les mairies. Son premier succès avait été Catherine Moreau, qu'elle avait aidé à retrouver sa sœur jumelle, dont elle ignorait l'existence. Les retrouvailles, filmées par France 3 Languedoc, avaient en fait connaître son association dans toute la région. « En 6 mois, j'ai aidé 23 personnes à retrouver leurs origines », expliqua-t-elle à Sophie en ouvrant un classeur rempli de dossiers. Certaines histoires sont douloureuses, d'autres merveilleuses, mais toutes sont vraies, authentiques. C'est ça qui compte. Sophie feuilletait les témoignages, émue. « Et vous, avez-vous retrouvé votre père biologique ?» Le visage de Marguerite s'assombrit légèrement. « Jean-Luc Dubois vit toujours aux États-Unis. Il a refusé de me rencontrer quand je l'ai contacté. Il a sa propre famille là-bas et préfère oublier cette partie de son passé. » Mais cette blessure avait paradoxalement renforcé sa détermination à aider les autres. Un matin de printemps, Marguerite travaillait dans son petit potager quand une voiture de luxe s'arrêta devant sa grille. Henri et Claudette Dubois en descendirent, visiblement mal à l'aise dans ce cadre rural si éloigné de leur univers habituel. Marguerite continua à bêcher ses radis sans lever les yeux. « Bonjour Henri, bonjour Claudette. »« Marguerite, » commença Henri d'une voix hésitante. « Nous venons te présenter nos excuses et te proposer quelque chose. » Elle se redressa enfin, ses mains sales contrastant avec l'élégance de ses anciens parents adoptifs. « Je vous écoute. » Claudette s'avança, les larmes aux yeux. « Ma chérie, nous avons eu tort. Nous aurions dû te dire la vérité depuis longtemps. Nous t'avons aimé, mais nous t'avons aussi utilisé pour combler notre propre vide. » Henri sortit une enveloppe de sa veste. « Nous voulons te donner ceci. C'est un chèque d'1 million d'euros. Pas pour acheter ton pardon, mais pour t'aider à développer ton association. » Marguerite regarda l'enveloppe sans la prendre. « Gardez votre argent, Henri. J'ai tout ce qu'il me faut. »
mais ce qu'elle dit ensuite allait surprendre tout le monde. En revanche, continua Marguerite en essuyant ses mains sur son tablier, j'ai une proposition à vous faire. Votre entreprise a causé la mort de ma mère par négligence. Au lieu de me donner de l'argent, créez une fondation pour aider les familles victimes d'accidents du travail. Appelez-la Fondation Marie Roussel. Henri et Claudette échangèrent un regard surpris. Tu accepterais que nous fassions cela? Ma mère mérite que son nom soit associé à quelque chose de positif. Et vous méritez une chance de racheter vos erreurs autrement qu'avec un chèque. Cette proposition marquait le début d'une réconciliation inattendue, mais sur de nouvelles bases. 6 mois plus tard, la Fondation Marie Roussel était officiellement lancée. Marguerite en était devenue la directrice bénévole, travaillant en étroite collaboration avec l'entreprise Dubois pour aider les familles d'ouvriers victimes d'accidents industriels. C'est ironique, confiait-elle à Simone un soir, en regardant le coucher de soleil sur les vignes qu'elle avait commencé à replanter. J'ai perdu un empire pour retrouver ma vraie richesse. J'ai perdu une famille d'emprunts pour découvrir ma vraie famille, tous ces gens que j'aide à retrouver leurs racines. Simone sourit en sirotant son verre de blanquette de Limoux. Votre mère serait fière de vous. Vous avez transformé la douleur en force, le mensonge en vérité. Le téléphone de Marguerite sonna. Encore une personne en quête de ses origines, encore une histoire à démêler, encore une famille à reconstituer. Allô? Racine retrouvée, Marguerite à votre écoute. Mais la plus belle surprise l'attendait encore. 1 an après sa chute, Marguerite reçut la visite inattendue d'un homme d'une 40aine d'années, aux traits qui lui rappelaient vaguement quelque chose. Il se présenta comme Marc Roussel, venu de Montpellier après avoir lu un article sur son association. « Mademoiselle Roussel, je pense que nous sommes cousins. Mon grand-père était Pierre Roussel de Limoux. Il avait un frère, Jean, qui a eu une fille prénommée Marie. » Marguerite sentit son cœur s'emballer. « Marie Roussel était ma mère. Alors nous sommes vraiment cousins. J'ai une famille nombreuse. Mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants. Nous vous cherchions depuis des années, sans savoir que vous aviez été adopté. Ce jour-là, Marguerite découvrit qu'elle avait une vraie famille biologique qui l'attendait. Des cousins, des oncles et tantes, des grands-parents encore vivants. Une famille simple, authentique, qui l'accueillit avec un amour inconditionnel. « Vous voyez, dit-elle à Sophie lors de leur dernière rencontre, parfois, il faut tout perdre pour tout retrouver. J'ai perdu une fortune et une identité d'emprunt, mais j'ai gagné une famille authentique et une mission de vie. » Sophie avait retrouvé sa mère biologique grâce à l'aide de Marguerite. Les 2 femmes se serrèrent dans les bras, unies par cette quête commune de vérité et d'authenticité. Parfois, perdre tout ce qu'on croyait posséder nous révèle enfin qui nous sommes vraiment. Marguerite Roussel regardait le soleil se coucher sur ses vignes replantées, entourée de sa nouvelle famille, de ses amis du village, des personnes qu'elle avait aidées. Sa maison modeste résonnait de rires authentiques, si différents des conversations polissées de son ancienne vie. Elle avait 35 ans, quelques milliers d'euros sur son compte en banque, des mains abîmées par le travail, et elle n'avait jamais été aussi riche. Car elle avait enfin trouvé ce que l'argent ne peut pas acheter, l'authenticité, l'amour vrai et la paix avec soi-même. L'identité authentique ne peut être héritée, elle doit être construite par nos propres choix et valeurs, et Marguerite Roussel avait choisi d'être enfin elle-même.